L'industrie, c'est un peu comme un corps géant. Et pour fonctionner, il lui faut un système nerveux. C'est justement ce système nerveux caché qu'on va explorer aujourd'hui. Celui qui pilote absolument tout, des raffineries immenses jusqu'aux centrales électriques. Quand on voit des sites comme ça, il faut bien se dire que ce ne sont pas juste des usines. Non, ce sont de véritables machines, parfois aussi grandes qu'une ville. Imaginez un peu, des labyrinthes de tuyaux, de cuves, de vannes, des milliers de pièces qui doivent toutes fonctionner ensemble avec une précision d'horloger, et ça 24 heures sur 24. Du coup, la question est énorme. Comment on fait pour piloter un monstre pareil, en toute sécurité, sans jamais s'arrêter? Comment on s'assure que tout est parfait à chaque seconde? C'est vraiment ça le défi principal de toute l'ingénierie des procédés. Alors, c'est quoi le secret? On pourrait imaginer un cerveau central gigantesque, mais en fait, pas du tout. La réponse, elle se trouve dans des milliers de petits réflexes super intelligents. Allez, on va découvrir ensemble ce système incroyablement élégant qui se cache derrière toute cette complexité. Parce qu'à l'intérieur, c'est un tout autre monde. On parle de conditions extrêmes. La pression, la température, le débit, chaque variable est comme un équilibriste sur un fil. La moindre petite déviation, le moindre écart, et tout le processus peut dérailler. Et là, ça peut vouloir dire des pannes qui coûtent une fortune, ou bien pire. Il faut donc un système de contrôle qui soit, mais alors, d'une fiabilité à toute épreuve. Et la clé de tout ça, le cœur de tout ce système, c'est un concept d'une simplicité absolument géniale. La boucle de régulation. C'est vraiment la cellule de base, si on veut, le réflexe fondamental de ce grand système nerveux industriel. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? C'est tout simple. C'est un cycle en 3 étapes, d'une logique imparable. Prenez un exemple que tout le monde connaît, le régulateur de vitesse dans une voiture. D'abord, on mesure la vitesse actuelle. Ensuite, on la compare à la vitesse qu'on a choisie. Et enfin, s'il y a une différence, on agit. La voiture accélère ou ralentit. Mesurer, comparer, agir. Et ce cycle se répète en boucle, sans arrêt. Dans le monde industriel, cette boucle, c'est en fait un trio d'instruments qui travaillent main dans la main. On a d'abord le capteur, lui ce sont les yeux et les oreilles du système. Ensuite, il y a le régulateur, qui est le cerveau, c'est lui qui compare et qui décide. Et pour finir, on a l'actionneur, très souvent une vanne, qui est le muscle. C'est lui qui exécute l'ordre. Bon, maintenant qu'on a les bases, suivons le voyage d'une seule petite information à travers tout ce système. C'est un peu comme si on écoutait une conversation permanente entre toutes les machines de l'usine. Oui, mais qui dit conversation dit langage commun. Comment est-ce qu'un capteur de température, par exemple, peut parler à un régulateur qui lui-même doit parler à une vanne? Il ne peut pas juste crier des chiffres, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont un langage universel, une sorte d'espéranto de l'industrie qui est d'une robustesse à toute épreuve, le signal électrique de 4 à 20 milliampères. Que l'on mesure une température, une pression, un niveau, peu importe, l'info est toujours traduite de la même manière, un simple courant électrique qui va varier entre 4 et 20 milliampères. Et là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Si 20 milliampères, c'est le maximum, on pourrait logiquement penser que 0, c'est le minimum. Mais non, le minimum, c'est 4 milliampères. Alors, pourquoi ce choix un peu bizarre? Et c'est là que tout le génie de ce système apparaît. C'est une idée brillante. En commençant à 4, on crée une différence fondamentale. 4 milliampères, ça veut dire OK, la valeur mesurée est au minimum. Mais si on lit 0 milliampères, là, ça veut dire alerte, problème. Ça peut être un fil coupé, un capteur en panne. C'est une sécurité intégrée, toute simple mais redoutablement efficace. En plus, ce standard résiste super bien aux interférences électriques et cerise sur le gâteau, il permet d'alimenter le capteur avec les 2 mêmes fils qui transportent le signal. C'est juste élégant. Ok, maintenant prenons un peu de hauteur. On a vu une boucle, mais dans une usine entière, il y en a des centaines, des milliers. Comment tout ça est organisé et documenté? Pour s'y retrouver, il faut une carte. Et cette carte, elle a un nom. C'est le schéma PNID. Ça veut dire Piping and Instrumentation Diagram, ou en français, diagramme de tuyauterie et d'instrumentation. Pensez-y comme la partition d'un orchestre. Ce plan montre absolument tout. Chaque tuyau, chaque vanne, chaque instrument, et surtout, comment tout ce petit monde est connecté. C'est vraiment le langage visuel universel des ingénieurs. Alors pour lire cette carte, il faut connaître le code, un peu comme pour le solfège. Chaque instrument est un cercle avec des lettres dedans. La première lettre, c'est simple, elle dit ce qu'on mesure. P pour pression, T pour température, L pour niveau, level, F pour débit, flow. Les lettres qui suivent, elles, décrivent la fonction. I pour indicateur, C pour contrôleur, T pour transmetteur. Une fois qu'on a compris ça, on peut suivre le trajet de n'importe quelle information dans l'usine. Regardons un exemple concret, tout droit sorti du schéma. On voit TE, c'est le temperature element, l'élément de température. C'est notre capteur, l'essence. L'info qu'il mesure vaut au TIS, le température indicateur contrôleur. Lui, c'est le cerveau, il compare et il décide.
Et ensuite, le TIS envoie un ordre au TCV, la température control valve qui est le muscle. Elle va s'ouvrir ou se fermer pour, disons, ajuster le débit d'un liquide de refroidissement. Et voilà, on a notre boucle de régulation complète, mais cette fois dessinée sur le plan. Évidemment, ce système nerveux n'a pas toujours été aussi perfectionné. Il n'est pas du tout figé dans le temps. En fait, il a connu une évolution assez spectaculaire. On est passé de mécanismes assez simples à de véritables cerveaux numériques super sophistiqués. Pour faire simple, dans les années 60, tout était analogique, avec les tout premiers transmetteurs électroniques. Dans les années 70, le numérique a commencé à pointer le bout de son nez, ce qui a beaucoup amélioré la précision. Mais la grande révolution, elle arrive dans les années 80. C'est là qu'on a commencé à intégrer des microprocesseurs. Et là, les transmetteurs sont devenus intelligents. Intelligent, d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'un transmetteur moderne, il peut corriger ses propres erreurs de mesure, il peut faire son propre diagnostic pour anticiper les pannes, on peut même le reconfigurer à distance, plus besoin d'aller sur place. Et surtout, il peut communiquer numériquement, sur un réseau, en envoyant des informations beaucoup plus riches qu'un simple signal de 4-20 mA. En gros, ce sont devenus de vrais petits ordinateurs de terrain. Au final, quand on y pense, tout ce système nerveux industriel, de la boucle la plus simple jusqu'aux capteurs les plus intelligents, tout ça repose sur une quête fondamentale, qui est parfaitement résumée par cette citation. Mesurer ce qui est mesurable et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. Tout l'enjeu est là. Rendre le monde physique autour de nous compréhensible, prévisible et donc maîtrisable. Alors la prochaine fois qu'on appuiera sur un interrupteur ou qu'on fera le plein, ça vaut le coup de penser à ce réseau complètement invisible qui travaille en silence, juste pour que notre monde moderne, pour qu'il fonctionne.